Un gérant, trois questions avec Marc Renaud, président de Mandarine Gestion, co-gérant donc fonds Mandarine Valeur. Alors, on va parler, c'est le fonds phare quand même de Mandarine C'est le Gestion. plus gros. Euh, voilà, il est très connu. Maintenant, on va quand même le présenter, vous allez nous donner la spécificité de ce fonds, donc Mandarine Valeur. Oui, volontiers. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un fonds value. C'est quoi un fonds value? C'est un fonds qui, comme son nom essaye de l'indiquer, un fonds qui va, d'abord, c'est du choix de valeur, du stock picking. On choisit des valeurs et on les choisit pour leur faible valorisation. Moi, ce que j'aime, c'est les mauvais élèves sous-valorisés à chaque fois que je pense qu'ils peuvent s'améliorer. Donc, j'achète des sociétés que le marché a rejetées, que le marché a fait baisser. Je suis, là aussi, pardon d'employer tout le jargon, je suis un Mm. investisseur contrariant. Je vais chercher des boîtes décotées. Alors, donc la boîte des côtés, mais sur quels critères est-ce que vous allez les sélectionner? Vous allez regarder les bilans, les PER, enfin, qu'est-ce que vous regardez Alors, nous précisément? regardons un ensemble de critères, mais effectivement, l'idée principale du fonds, c'est que un gérant value, c'est quelqu'un qui pense que le monde change jamais, ou en tout cas beaucoup moins souvent que ne le croit le marché. Et donc, ce qu'on va faire, c'est regarder quelles sont les rentabilités et les valorisations de milieu de cycle. Et on va acheter à chaque fois que c'est en dessous. Alors, vous avez raison, on va Mm. regarder aussi si le bilan est sain, etc. Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter une boîte pas chère qui fait faillite. Mais clairement, on regarde les rentabilités de milieu de cycle, les valorisations de milieu de cycle, et on ne s'intéresse qu'à cette partie de la cote qui est en dessous de ça. Mm. Donc les boîtes qui viennent d'avoir des difficultés passagères. D'accord. Alors justement, la question qu'on se pose, c'est, elles viennent d'avoir des difficultés passagères, est-ce que ces difficultés ne vont pas perdurer et du coup plomber finalement un peu le cours du bourse et rester basse longtemps? Alors vous avez raison, c'est la principale difficulté des gérants value, parce que trouver des boîtes pas chères, on sait à peu près le faire. Après, c'est se trouver ce catalyseur, c'est cette raison pour laquelle la sous-valorisation qu'on a mesurée pourrait être corrigée. Ça, c'est pas l'essentiel de notre travail, l'essentiel c'est la valorisation, mais c'est la partie la plus difficile du travail. Si un Mm. titre est pas cher, il y a toujours une raison pour laquelle c'est pas cher. Et si vous trouvez pas la raison pour laquelle c'est pas cher, vous n'allez pas trouver pourquoi ça pourrait être corrigé. Donc effectivement, il nous faut trouver cette raison qui ferait que ça changerait. Alors c'est une raison cyclique, c'est un Mm. changement de management, c'est une fusion. Les raisons peuvent être multiples, mais il nous faut trouver la raison pour laquelle une sous-évaluation va être corrigée. Alors, donc vous nous avez parlé donc, de ces décotes que vous regardez. Euh, Quelles sont aujourd'hui votre façon de gérer ce fonds? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Est-ce que vous allez, voilà, est-ce que c'est vraiment pour du moyen long terme que vous allez sur des valeurs? Bon, vous connaissez la blague, les bonnes idées à long terme, c'est celles qui n'ont pas marché à court terme. Moi, je pense que quand on est un investisseur action, il faut avoir un horizon suffisamment long. Mm. C'est déraisonnable. Mais je constate que le marché est de plus en plus dans l'immédiateté et il vaut mieux qu'on ait raison vite que pas vite. Alors, pour autant, quand vous faites de la gestion contrariante comme ça, vous n'avez pas raison le lendemain matin. Mm. Et il faut effectivement un certain horizon d'investissement. Mais encore une fois, moi, j'essaye, via cette recherche de catalyseur, j'essaye d'avoir raison relativement vite. Après, vous dire qu'on y arrive à chaque fois serait exagéré. Alors, on va parler un petit peu du fonds justement, du fonds Mandarine Valeur, pardon. Vous êtes donc un fonds européen. Donc Oui, là, c'est le reporting est de décembre, donc il va peut-être changer au mois de janvier. pas radicalement. Vous êtes surtout sur la France et l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce sont vraiment les pays phares du fonds. Pourquoi ne pas aller un petit peu plus justement, sur des pays périphériques qui ont souffert, l'Espagne, l'Italie. Il se passe quand même beaucoup d'histoires où voilà, il y a peut-être beaucoup de décotes. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas un peu plus sur ces pays-là? Alors pour une raison simple, qui est liée à la profondeur de la cote, les trois pays que vous citez sont aussi les plus grosses cotes, celles où vous trouvez le plus de valeur. Et l'Espagne, par exemple, qui en fait dans mon portefeuille 9,5, c'est deux fois le poids de l'indice de l'Espagne. C'est Mm. petit l'Espagne dans l'indice européen. Moi, je fais pas de l'indiciel, mais on a une cote dont on dispose. Le marché espagnol est un marché petit. En Espagne, vous prenez les deux banques Santander et BBV, vous prenez Repsol et Telefónica, le pétrolier et la boîte téléphonique, vous avez 80% de l'indice. Mm. Dans une cote allemande, dans une cote anglaise, évidemment, la profondeur de cote fait qu'il est plus facile d'y trouver des idées. Donc ce biais est lié au poids des différentes cotes, il est un peu structurel. Mm. Alors, on parle maintenant des secteurs. On voit évidemment le secteur principal, c'est le secteur de la finance. Alors, vous avez dit que vous cherchez donc des sociétés décotées. Alors, c'est vrai que la finance a été un petit peu dégradée ces derniers temps. Ça reste un secteur quand même, on va dire, risqué. Vous, ça vous fait pas peur? C'est là que vous trouvez des opportunités. Alors le risque, il faut le gérer en faisant pas du folklorique. Il faut pas aller chercher les petites banques de seconde zone avec des bilans faibles et qui risquent d'avoir des augmentations de capital et des choses comme ça. On est effectivement dans un secteur qui a été très 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 secoué depuis 6 ans.
Mais dans toutes les crises, il y a des gagnants. Hein, des BNP, des Santander, des Intesa, c'est pas la période de fête folklorique, sont des gagnants de la crise. Et ça, Et ce sont les valeurs des côtés. oui, parce qu'on les paye encore en dessous de leur valeur d'actif. Quand vous achetez n'importe quoi sous sa valeur d'actif, vous dites que ça va détruire de la valeur dans les 3 ans qui viennent. Moi, je ne crois pas que Santander et BNP vont détruire de la valeur dans les 3 ans qui viennent. Donc, oui, c'est plus les prix stupides qu'on avait il y a 3 ans, mais oui, de façon extrêmement sélective, sans prendre trop de risques, il y a encore de la décote dans les banques. Parce que les banques, à la fin, c'est quoi? C'est des entreprises cycliques. Si on a une reprise cyclique, elles vont voir une reprise de leur crédit, elles vont voir une baisse des crédits non performants, des provisions qu'elles passent pour des non-remboursements. C'est des boîtes cycliques, les banques. Si on est en reprise cyclique, elles vont en être un des secteurs les plus favorisés. Quel est le curseur pour trouver la décote? Une valeur, par exemple, qui aurait été décotée, qui finalement après reprend un petit peu et du coup voilà, devient moins décotée. Quel est le curseur finalement pour savoir si c'est une décote ou pas? Alors dans ce secteur-là, ça revient à la Ce question. secteur ou un autre secteur, hein. Oui, mais justement, selon les secteurs, on va regarder des choses différentes. Et clairement, dans une banque, on va croiser la rentabilité des fonds propres, qui avant la crise était de 25%, parce que les banques faisaient des bêtises sur les marchés, maintenant c'est connu. On ne retrouvera pas ces rentabilités de fonds propres. On va croiser ça avec ce qu'on appelle en jargon le price book, c'est-à-dire la valorisation comparée de la capitalisation boursière par rapport à la valeur d'actif de la banque. Et encore une fois, quand vous payez quelque chose sous sa valeur d'actif, vous dites que ça ne va pas créer de richesse. Bon, une banque maintenant, c'est plus 25 de rentabilité fonds propres, mais une banque de bonne santé, en bonne santé, ça peut faire 10-12% de rentabilité fonds propres. Avec un peu de croissance, celles qui sont exposées à l'Europe de l'Est en auront, celles qui ont une surface financière comme BNP en auront. Vous devez payer ça un peu plus que sa valeur d'actif. Aujourd'hui, les principales lignes, c'est quoi? Alors les principales lignes, on trouve effectivement une banque comme BNP, mais on trouve, parce que c'est là en ce moment que toute la haine du marché s'est focalisée, notamment au cours des 6 derniers mois, on trouve des sociétés comme Arcelor, on trouve des sociétés comme Anglo-American qui fait des matières premières, c'est-à-dire des sociétés liées aux matières premières qui ont subi la baisse des cours des matières premières, alors qu'en fait, Arcelor, par exemple, c'est une boîte qui améliore ses profits cette année, qui se désendette. La payer 40% du prix des usines à la casse, ça me semble tout à fait excessif. Alors, c'est vrai que vous parlez donc des valeurs pétrolières. On a eu cette forte chute du pétrole. Est-ce que ça a impacté votre fonds? On voit quand même sur les performances, vous avez un petit peu souffert sur la fin d'année. J'ai pas un petit peu souffert, j'ai eu une très mauvaise fin d'année. C'est vraiment, pour un gérant value, c'était cauchemardesque la fin d'année, puisqu'on avait un marché qui montait, mais qui montait sur les belles défensives. Alors moi, j'aime pas les belles défensives, parce que ça veut dire qu'on regarde plus la valorisation. Le marché se réfugie sur des L'Oréal, des boîtes technologiques, en se disant au moins là-dessus, j'aurai pas d'ennui. Ouais. Le problème, c'est que quand tout le monde fait ça, c'est plus pas cher. Ouais. Mais quand le marché monte là-dessus, moi qui vais chercher des boîtes très décotées dans les boîtes cycliques, etc., je suis totalement hors jeu. Alors depuis peu, le marché vient de se retourner violemment, même si c'est une tendance courte, et évidemment c'est trop tôt pour en faire une tendance, mais ma conviction est que on ne peut pas avoir le marché toujours monter sur les mêmes, et qu'il risque d'y avoir un retournement, et ça dépend de est-ce qu'on croit à la reprise cyclique. Plus les gens vont croire à la reprise cyclique, plus ils vont avoir plus d'audace dans leur choix, et arrêter d'acheter toujours les mêmes qui sont déjà chers. Alors vous qui êtes contrariant justement, si les gens deviennent plus cycliques, qu'est-ce que vous allez faire vous? Bah écoutez, moi je leur vendrai des cycliques au gré de la hausse, et puis vous savez le marché est monomaniaque, alors quand il se met à acheter des cycliques, eh ben, il se met à changer d'avis et à vendre ses boîtes d'alimentation, ses boîtes de santé. Moi si je peux acheter des belles boîtes de croissance à prix value, je vais pas me gêner. Ouais. Donc je ferai le chemin inverse, mais ça se fait en quelques mois. Merci Marc Renaud, donc président de Mandarine Gestion. Merci. On passe tout de suite au débat de dirigeation.